Bonjour à toutes et à tous. Depuis le 19e siècle, on a l'habitude de séparer l'histoire de la musique occidentale en périodes. Mais savez-vous que cette façon de faire pose de très nombreux problèmes et conduit parfois à des paradoxes? La vision traditionnelle, la plus répandue, consiste à diviser toute l'histoire de la musique en plus ou moins 6 périodes qui couvrent une quinzaine de siècles. On représente souvent cette façon de faire par une frise chronologique, comme vous pouvez en voir ici quelques exemples. Vous pouvez remarquer que les périodes sont juxtaposées, ça veut dire qu'au moment où se termine une période, commence la période suivante avec une limite bien franche qui marque le passage d'une période à l'autre. Je reviendrai sur ce point plus tard. Ces périodes sont dans l'ordre le Moyen-Âge, la Renaissance, le Baroque, le Classique et le Romantisme. Si on regarde plus précisément la première d'entre elles, à savoir le Moyen-Âge, on voit qu'elle dure autant longtemps que toutes les autres périodes suivantes réunies. Une si longue période, qui s'étend sur 8 à 10 siècles environ, a de nombreux désavantages. Évidemment, le premier d'entre eux, c'est que cette idée sous-entend une homogénéité de style ou une homogénéité de technique de composition entre le 8e siècle et le 14e siècle, par exemple. En réalité, on a de très nombreuses écoles polyphoniques différentes qui sont, pour certaines, presque autant longues que certaines périodes plus tardives de l'histoire de la musique, par exemple le romantisme. Ces nombreuses écoles polyphoniques qui s'étalent sur de nombreux siècles produisent une musique qui sonne évidemment d'une façon très différente selon les écoles. Si on prend un organum de Perrotin ou l'école de Notre-Dame, il n'a strictement rien à voir auditivement parlant avec une ballade de Machaut qui est un des principaux compositeurs de l'Ars Nova française, à savoir le dernier siècle du Moyen-Âge. L'expression Moyen-Âge est problématique en elle-même. En réalité, ce mot vient du latin medium aevium, donc l'ère intermédiaire, et elle a été portée par les intellectuels italiens du XIVe siècle, donc le Trecento, pour marquer simplement la période entre eux-mêmes au XIVe siècle et puis l'Antiquité qui était vue comme un modèle pour ces gens-là. Le mot Moyen-Âge stigmatise donc toute une période qui est quand même assez vaste, puisqu'elle concerne presque une dizaine de siècles, entre l'Antiquité et puis le siècle du début de la Renaissance italienne. C'est évidemment une vision qui provient de ce qu'on pensait de ces siècles-là, entre 1300 et 1500, où on a toujours eu cette idée des âges sombres, de quelque chose d'un peu confus, où la civilisation était quelque part un tout petit peu en légère baisse. C'est donc un mythe culturel qui est inventé par les intellectuels du Trecento pour se définir eux-mêmes. Il s'agit évidemment d'une renaissance de quelque chose, en l'occurrence des valeurs et de l'esthétique de l'Antiquité gréco-latine. Cette idée de Moyen-Âge est évidemment un des mythes culturels les plus tenaces de l'Occident. Cette vision péjorative va être renforcée par les personnes qui écrivent l'histoire de la musique, qui est une discipline assez récente, qui naît essentiellement à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. Avant, évidemment, on n'a que peu à faire avec la musique du passé, ou en tout cas la musique qui a plus de quelques siècles. À cette époque-là, grosso modo vers 1800, on a peu de sources musicales accessibles facilement, on ne sait pas toujours même les transcrire, donc on a une vision quasiment uniquement théorique, donc à travers les traités qui parlent des différents systèmes de notation ou des systèmes de hauteur ou des systèmes rythmiques. On estime que vers 1800, les spécialistes n'ont pas accès à plus d'une cinquantaine de pièces musicales, en dehors évidemment des mélodies grégoriennes. Il est donc difficile pour les spécialistes de voir la diversité des sous-périodes que constitue le Moyen-Âge. Par exemple, l'Ars Nova, qui est une période vraiment fondamentale du Moyen-Âge, la dernière sous-période du Moyen-Âge, n'est virtuellement pas du tout connue avant 1900. Cette classification péjorative du Moyen-Âge découle aussi évidemment de la vision de l'histoire de l'art et notamment de Burckhardt qui a cette idée de Renaissance comme un âge de lumière et puis du Moyen-Âge comme un âge
plutôt sombre. Ces idées s'installent grosso modo vers 1850 et sont déjà un tout petit peu présentes avant dans l'histoire plus générale, notamment chez Michelet, le grand historien français, à partir de 1855. On a donc de nombreux paradoxes dans l'utilisation de cette étiquette un peu trop généraliste qu'est la musique médiévale. Le premier, c'est probablement qu'on gomme les différences entre les différents siècles du Moyen-Âge, comme je l'ai déjà évoqué. Une autre idée est aussi qu'on va effacer les traits communs entre la toute dernière période du Moyen-Âge, à savoir le XIVe siècle, et puis le début de la Renaissance, donc le XVe siècle. Il n'y a pas une transition extrêmement nette, mais plutôt une évolution assez longue entre ces deux siècles. On a par ailleurs un même système d'écriture entre 1300 et 1600 qu'on appelle la notation mensuraliste. Donc en réalité, on écrit de la même façon dans le dernier siècle du Moyen-Âge et dans le premier siècle de la Renaissance. Un musicologue germanophone extrêmement important pour l'histoire de la musique proposait d'ailleurs l'étiquette Early Renaissance pour cette période 1300-1500, donc à cheval avec ce qu'on appelle aujourd'hui le Moyen-Âge et la Renaissance. C'est assez compréhensible puisque en réalité on a beaucoup de genres communs entre ces deux périodes, c'est-à-dire qu'on va trouver à la fin du Moyen-Âge le motet isorhythmique, on le trouve aussi chez Guillaume Dufay au début de la Renaissance, on va trouver aussi des formes de chansons françaises communes aux deux périodes, ou aussi la technique de composition sur cantus firmus qu'on trouve entre 1300 et 1500. La période suivante, la Renaissance, pose aussi de nombreux problèmes. En littérature et en architecture, on fait débuter cette Renaissance, grosso modo en Italie, au XIVe siècle, et elle est marquée par de nouvelles inspirations en allant puiser dans les modèles de l'Antiquité gréco-latine. Le problème principal ici est qu'il n'y a aucune source musicale grecque connue durant ce XIVe siècle, voire même durant une partie du XVe siècle. Donc vous voyez que le fait de puiser à des modèles grecs ne fonctionne pas pour la musique, puisqu'on connaît uniquement les aspects théoriques de la musique grecque, mais on n'a encore aucune transcription de véritable musique pour voir comment ça sonne, alors qu'en réalité dans l'architecture ou dans la littérature, on a les textes, on a les bâtiments qu'on peut observer pour renouveler les langages artistiques du début de cette Renaissance. On va donc choisir un autre critère pour marquer le début de la Renaissance, qui est un critère plutôt technique, compositionnel, qui est celui d'un nouveau traitement de la dissonance, où le statut de la carte va changer, va passer d'une dissonance à une consonance, et on va avoir beaucoup plus de tierces et de sixtes, donc évidemment l'impression auditive va changer. J'ai fait une vidéo sur cette question et je vous y renvoie pour les intéresser. Vous voyez donc qu'appliquer ce terme Renaissance à la musique des 15 et 16e siècles est problématique, puisque la démarche n'est pas du tout la même que celle qui sert de source d'inspiration à la littérature, à la peinture ou à l'architecture. On peut même dire que le modèle de l'Antiquité va servir à marquer le début d'une autre période musicale, à savoir la suivante, la période baroque. C'est en fait à la lecture des textes grecs sur la musique, sur le pouvoir effectif de la musique, qu'un groupe d'intellectuels et de musiciens, qu'on appelle la Camerata Bardi, actifs à Florence dans les dernières décennies du XVIe siècle, donc de la Renaissance, qu'on va mettre au point ce qu'on appelle la monodie accompagnée, qui va donner l'opéra et la pratique de la basse continue. Et c'est ces choses-là qui marquent véritablement le début du baroque. Ce terme Renaissance est donc peu approprié pour marquer cette période, mais c'est devenu une convention, donc tout le monde l'utilise. Ce qu'on peut dire aussi avec cette représentation traditionnelle dans les frises chronologiques, c'est qu'on fixe à l'année 1600 la séparation entre la Renaissance et l'époque baroque, donc la période suivante. Et en réalité, il ne se passe rien d'extrêmement précis dans l'année 1600, en tout cas pas plus qu'en 1599 ni en 1601. On peut dire que la pensée nouvelle, donc la pensée baroque, débute presque 20 ans auparavant, donc dans les années 1580 à Florence, mais on peut aussi dire également que le traitement compositionnel typique de la Renaissance va perdurer jusque dans les années 1620-1630 dans les centres plus traditionnalistes. Donc on a en réalité plutôt une conception en couche polyphonique où la Renaissance est en train de se terminer dans certaines zones géographiques, alors que l'époque baroque a déjà commencé, notamment dans certains palais florentins.
La période baroque débute traditionnellement en 1600 pour se terminer en 1750. On a choisi 1750 puisque c'est la mort de Johann Sebastian Bach, un des principaux compositeurs de la fin de cette période. L'étiquette baroque est aussi péjoratif. Baroque, ça vient de barroco, donc un mot en portugais, un langage qui vient de la joaillerie et qui désigne une perle d'une forme irrégulière, donc qui n'est pas tout à fait ronde. Au début du XVIIIe siècle, elle va passer dans le langage standard, on pourrait dire, pour parler de quelque chose de bizarre ou de choquant. On trouve cette attestation à partir de 1718. Dans le domaine des arts, on a longtemps pensé que la première mention provenait de l'architecture pour marquer un style qui s'écarte des règles de la Renaissance classique et notamment pour décrire des façades de bâtiments qu'on trouve à Rome. Mais dans les faits, c'est bien dans la musique qu'on a la première occurrence dans les arts du mot baroque. On le trouve dans une lettre satirique qui dépeint de façon très négative la création d'un nouvel opéra de Rameau qui s'appelle Hippolyte et Aricie et qui a été créé en octobre 1733. Dans cette lettre ouverte, on a donc une description extrêmement négative de cette musique et qui porte donc ce qualificatif baroque. Et lorsque par hasard il se rencontrait deux mesures qui pouvaient faire un chant agréable, l'on changeait bien vite de ton, de mode et de mesure, toujours dans la tristesse au lieu de tendresse. Le singulier était du baroque, la fureur du tintamarre. 6 ans plus tard, on va trouver sous la plume du célèbre Jean-Jacques Rousseau l'expression distillateur d'accords baroques pour fustiger la technique d'écriture de Rameau. Vous voyez que ce mot baroque est appliqué à la musique du XVIIIe siècle pour la stigmatiser, pour la décrire d'une façon extrêmement négative. En 1768, dans son dictionnaire de musique, Jean-Jacques Rousseau décrit cette musique baroque comme comportant des harmonies confuses, trop de modulation et trop de dissonance, et puis utilisant des mélodies peu naturelles. Le terme baroque est donc utilisé souvent comme adjectif pour décrire certains aspects de la musique, mais pas encore une période complète. C'est seulement en 1919 qu'un musicologue, Kurt Sachs, transpose dans le domaine musical quelque chose qui venait d'apparaître dans la théorie des arts, notamment sous la plume de Heinrich Wölfflin en 1915, avec cette idée chez Sachs du synchronisme des arts. Ça veut dire que les périodes dans différents arts arrivent à peu près en même temps, à savoir le baroque en architecture ou en peinture doit arriver à peu près en même temps que dans la musique. Et c'est à partir de cette idée-là qu'il va appliquer à une plus vaste période ce terme baroque, donc à savoir ici 1600-1750. Le problème, c'est que ce terme, contrairement peut-être à l'architecture ou à l'histoire de l'art, ne suffit aucunement à décrire des caractéristiques stylistiques qu'on va trouver au début du baroque, à savoir Peri ou Monteverdi, début de l'opéra, ou alors à la toute fin du baroque chez Handel ou Bach. Il n'y a strictement aucun rapport de style entre Bach et Monteverdi. Le seul trait commun présent du début du baroque, 1600 à la fin du baroque, chez Bach 1750, c'est la présence de la basse continue. Donc il s'agit d'une technique d'accompagnement où on a un instrument harmonique et un instrument mélodique qui produisent ensemble le soubassement harmonique d'une composition. C'est pour ça que certains spécialistes préfèrent l'étiquette ère de la basse continue pour parler de cette période. C'est le cas notamment en 1912 de Riemann qui va proposer cette expression allemande Generalbasszeitalter. La fin de la période baroque est toujours représentée de façon juxtaposée à la suivante, à savoir la période classique. Cette représentation donne l'illusion d'une succession. Donc on pourrait penser que à la musique baroque succède la musique classique, donc celle de Haydn, Mozart et Beethoven. Dans les faits, il manque une génération à cette représentation. Grosso modo, à partir de 1730, la musique baroque est quasiment finie, ou en tout cas elle est passée de mode, on fait une nouvelle musique, et puis il se passe quasiment 3 ou 4 décennies avant que les grandes œuvres considérées comme classiques, par exemple les quatuors de Haydn de son opus 33 ou les pièces du jeune Mozart émergent. La distance est tellement loin entre la pratique de 1780 et la pratique fin baroque que quand on redécouvre certaines œuvres de Bach et de Handel dans les années 1780, il faut les réadapter, parfois les réorchestrer pour pouvoir les jouer à nouveau. Il manque donc une période entre ce baroque
et ce classique qu'on a appelé la période pré-classique, donc qui court de 1730 à grosso modo 1770. On va y trouver les fils Bach, mais aussi des Italiens, Galuppi, Sammartini, ou plus au nord, on va trouver Stamitz, père et fils. Cette étiquette, si elle a le mérite de montrer ce qu'il se passe clairement entre le baroque et le classique, minimise toutefois l'importance de ce qui s'y passe, puisque, vous voyez, quand on a le mot pré-classique, on se base sur l'idée qu'elle sert uniquement à amener la période classique, la vraie période par rapport à la période classique. Donc elle diminue quelque peu son importance, la relativise par rapport à la suite à venir. L'année 1750 a été choisie symboliquement par rapport à la valeur qu'on accordait à Bach au 19e siècle et au 20e siècle, puisqu'en réalité, malheureusement, la mort de Johann Sebastian en 1750 est quasiment un non-événement, puisque en réalité, les Bach connus dans les années 1750 sont plutôt ses fils, à savoir Carl Philipp Emanuel Bach en particulier. La période classique aujourd'hui concerne essentiellement la période où sont actifs trois compositeurs, Haydn, Mozart, Beethoven. On va parler d'ailleurs d'école viennoise ou de style classique viennois puisqu'ils sont actifs très largement dans la ville de Vienne. C'est toutefois un terme qui est appliqué à de nombreux domaines et à de nombreuses époques. Dans son sens de modèle d'excellence, le classique peut concerner par exemple des pièces de théâtre de Shakespeare, des tragédies de Racine. Dans le domaine des messes, on va parler de Palestrina, ou dans le domaine du concerto ou de la sonate en trio, on va parler de Corelli. C'est des gens qui ont élevé un modèle de perfection dans un genre précis. Dans notre chronologie traditionnelle, on va trouver le romantisme après le classicisme. Donc le romantisme marque le 19e siècle avec Chopin, Schumann, Brahms ou Berlioz en France, Verdi en Italie, Wagner encore en Allemagne dans le domaine de l'opéra. On se pose souvent la question de savoir si Beethoven est un classique ou un romantique, et au final, c'est une question qui n'est pas du tout importante si on se base d'après les points de vue des contemporains. Cette étiquette romantique est appliquée par des gens à l'époque où c'est en train de se passer. Si on regarde durant la décennie 1810 notamment, on va utiliser ce mot romantisme, non pas pour désigner ce qu'on pourrait penser aujourd'hui, mais pour désigner la musique instrumentale de Mozart, Haydn et de Beethoven. On trouve cette expression notamment sous la plume de E.T.A. Hoffmann qui désigne vraiment ces compositeurs qu'on appelle aujourd'hui classiques comme étant des romantiques. Alors pourquoi Mozart et Haydn sont désignés comme étant romantiques? C'est en réalité, pour Hoffmann et d'autres, la musique est l'art le plus parfait. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'art n'est pas limité, l'art musical n'est pas limité aux mots ou à la représentation, comme dans la littérature ou dans la peinture, mais la musique donne accès à un royaume inconnu qui est au-delà des mots, donc l'indicible. La musique donne donc accès à un monde spirituel intérieur que les mots, par leur sens bien attaché, ne peuvent pas accéder. Il y a donc cette idée que les mots sont forcément limités dans leur signification, alors que la musique, elle, vise à l'absolu. Et c'est en ce sens que les œuvres instrumentales, donc sans paroles, de Mozart et de Haydn sont vues comme les modèles de ce romantisme. C'est une génération plus tard qu'on va appeler Mozart, Haydn et Beethoven les classiques, à savoir dans les décennies 1830-1840, quand les trois Viennois sont morts. C'est évidemment souvent quand une grande personnalité a disparu, qu'on va ériger ces principes en règles de composition ou en règles artistiques. Le modèle ici est celui de la littérature où on va avoir les quatre Weimarer classiques, donc avec notamment Goethe et Schiller qui deviennent les modèles pour la littérature qui suit donc au 19e. Un célèbre historien de la musique, Ferdinand Adolf Gelbke, écrit en 1841 un ouvrage qui fera date qui s'appelle Klassisch und Romantisch et puis qui divise la musique récente en deux, à savoir classique, donc avec Haydn, Mozart, et puis romantique, la nouvelle musique qui est en train de se faire depuis les années 1820-1830. Vous voyez par ces quelques petits exemples que la périodisation est évidemment une convention qu'on va choisir sur un critère particulier à l'exclusion de tous les autres critères. Il y a aussi souvent
pour la musique une vision synchronique qui va orienter, qui va biaiser le jugement de certains historiens, à savoir cette idée que les périodes dans les différents arts parviennent en même temps, donc dans l'art, dans l'architecture, dans la musique, dans la peinture, etc. Si on choisit un critère particulier à l'exclusion d'autres, on va parfois passer sous silence un changement important qui se trouve au milieu d'une période donnée. A contrario, on peut mettre aussi un peu trop en avant un événement qui, à l'époque, n'a pas eu de véritable portée, par exemple la mort de Johann Sebastian Bach. Si vous voulez soutenir la chaîne et être tenu au courant des prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner. Je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt.